Penseur, c'est Dr Mohamed. Dans la série des cours préparatifs au concours de l'accès au Résidana. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet du traumatisme crânien. Donc ça tombe souvent dans les épreuves que j'ai consultées. Et donc j'ai essayé de synthétiser un PowerPoint qui va présenter quelques failles et quelques même astuces pour assimiler et encadrer ce cours. Donc pour cela, on va essayer ce plan. On commencera bien sûr par une définition, tout bêtement, qu'est-ce qu'un traumatisme crânien. Après, pour comprendre, il faut un rappel anatomique, surtout osseux, vasculaire et des méninges, car cela est très important pour comprendre les différentes lésions. La physiopathologie, bien sûr, pour bien comprendre les complications et les séquelles du traumatisme crânien, l'examen clinique qui est primordial et quelques entités cliniques post-traumatiques. Les entités cliniques, ça veut dire l'anatomopathologie, les différentes lésions. Et chacune, on va essayer d'aborder leur prise en charge. Et on va finir une petite conclusion. Crânien. C'est toute blessure secondaire à une agression mécanique, que ce soit directe ou indirecte. Direct, par exemple, un coup de hache, un coup de bâton, ou indirect par phénomène d'accélération et d'accélération. Donc, c'est une atteinte crânio-encéphalique. Elle n'est pas juste crânienne, concerne l'os, mais aussi ça atteint le cerveau. Donc, atteinte crânio-encéphalique. Elles sont souvent localisées ou diffuses. Ça va dépendre de l'intensité de l'impact. Donc, elle est soit encore immédiate ou retardée. Doublé et des lésions qui viennent après. Donc, je vois un rappel anatomique qui est très important pour donc là, on va essayer d'aborder les mécanismes de défense qui vont protéger notre cerveau. On a un véritable casque, donc d'un motard. C'est la boîte crânienne. Donc, elle est composée de plusieurs os. Donc, c'est l'os frontal qui est en bleu, d'accord? L'os pariétal, l'os occipital, il y a le massif facial qui est là pour protéger le cerveau et les méninges. Donc, on voit que les os entre eux sont déjà donc connectés par des sutures. C'est très important de localiser ces sutures-là. Donc, la suture fronto-pariétale, donc c'est la suture coronale qui va les séparer. Entre l'os pariétal et l'os occipital, c'est la suture lambdoïde qui va les séparer. Donc, pourquoi on fait ces sutures-là? On a donc une autre vue endocrânienne. Donc, car ces sutures-là sont très adhérents à la dure mère. Donc, l'adhérence de la dure mère aux os du crâne, elle est variable. Il y a des points où la dure mère est moins adhérente à l'os et des points, ça sera très adhérent à l'os. Au niveau des sutures, entre les os, l'adhérence de la dure mère est maximale. Cela explique certaines images du scanner de certaines lésions comme l'hématome extradural ou sous-dural. On va détailler ça donc davantage par la suite. Il faut connaître aussi donc vascularisation, comme cela la principale cause des hématomes extraduraux, interméningée moyenne, qui est juste incrustée dans l'écaille temporale. Donc toute cette blessure de l'écaille temporale ou bien même une autre fracture à distance
de l'écaille temporale et qui suit un trajet d'une artère ou de ses branches de cette artère méningée moyenne va entraîner mieux et ça va vite vers deux entités. Lésion primaire, immédiate, et lésion secondaire. Ça vient souvent dans les QCM que les lésions primaires sont évitables, alors que non. Les lésions secondaires, c'est elles qui sont évitables, qu'il faut prévenir à tout. Il faut noter ça, c'est très important et ça revient dans le QCM. Donc, les lésions voilà, un traumatisme crânien, une contusion cérébrale. Voilà, elle est là. On peut rien y faire. Et on peut prévenir l'œdème péricontusionnel. Donc, la contusion, elle est d'emblée là. C'est une lésion. L'œdème qui est péricontusionnel, c'est ça la lésion secondaire et qu'on peut prévenir. Voilà, chaque région ou chaque composante de ce bloc crânio-cérébral a une lésion primaire, secondaire. Par exemple, concernant le calpe, ce qui est le cuir chevelu, d'accord, lésion primaire, si on va laisser les antibiotiques, si on ne va pas suturer à temps, ça va créer une infection. Donc c'est à nous de gérer les lésions secondaires. Au niveau du crâne, par exemple, une fracture qui est délaissée, qui n'est pas bien désinfectée, donc ça va aussi vers l'infection et l'ostéomyélite. Concernant les méninges, une hémorragie sous-arachidienne et l'hémorragie méningée, donc elle peut aller au-delà et devenir un hématome extradural par son extension. C'est vrai, au début, elle est à départ. Elle peut aller au-delà de la dure mère. Une brèche méningée qu'on ne va pas prévenir, qu'on ne va pas traiter, donc par des diurétiques ou même chirurgicalement la suturer, donc ça va vers la méningite. Donc vous voyez, une lésion primaire qui n'est pas bien en charge, ça va secondaire. Sont les axoses, c'est-à-dire agression cérébrale secondaire d'origine systémique. Par exemple, un patient qui est un traumatisé crânien, qui a une hypoglycémie avec ou une hypotension ou une hypoxémie, ça va aggraver sa blessure. Cérébral et il n'est pas bien ventilé et il a une hémorragie quelque part qui va, c'est-à-dire entraîner une hypovolémie, une hypotension, qu'on ne va pas la traiter, donc ça va aller aux axoses, agression cérébrale secondaire d'origine systémique. Donc, les axoses sont, il faut bien les connaître pour bien les vérifier et les régler devant tout traumatisme crânien. Et même aggraver surtout les saignements. Une hypoxémie, une saturation, un patient qui sature moins de 90, il est en hypoxémie. Si on le laisse non ventilé, on va s'attendre à l'ischémie.
quelques heures après. L'hypocapnie ou l'hypercapnie, l'hypovolémie, un patient qui a un fémur qui saigne ou donc une loge splénique qui est vraiment hémorragique, donc et il a un traumatisme crânien, on va pas aller appeler le neurochirurgien pour lui faire un volet décompressif ou bien une intervention quelconque et oublier son hypovolémie. Le résultat qu'il va avoir le neurochirurgien ne sera pas satisfaisant. Donc l'hypovolémie, l'anémie, l'hypothermie ou l'hyperthermie, l'hypo ou l'hyperglycémie. Et même au-delà, les axos sont à régler pour scorer notre patient. Si vous connaissez le score de Glasgow pour scorer votre patient, le score de Glasgow ne sera pas donc fiable si ces paramètres-là ne sont pas corrigés. Votre score de Glasgow est faux. Le patient est non scorable. Ça tombe souvent dans les ECN, mais ça tombe aussi dans un QCM que j'ai vu à Constantine. Donc, un cas clinique, neurochirurgie ou réanimation, je ne me souviens pas très. Mais ils ont, c'est-à-dire, donné un patient traumatisé crânien qui avait une hypoglycémie avec, une hypotension à 9,5 et il vous dit que le score de Glasgow est à 7,10, c'est-à-dire concernant la conscience, c'est-à-dire le score de Glasgow de ce patient est le suivant. A, B, C, D, et l'une d'entre elles est le patient est non scorable. C'était la réponse juste, bien sûr. Alors on n'ira pas scorer un patient si ces paramètres-là sont non fiables ou non corrigés. Après avoir corrigé les paramètres qu'on a déjà parlé, donc dès l'admission du patient, il faut une voie veineuse, périphérique bien sûr, installer le patient correctement, tête surélevée, il faut que le patient ne soit pas en hypothermie et ne soit pas en hypoglycémie, donc qu'il sature correctement, les voies aériennes sont libérées, c'est la prise en charge habituelle d'un polytraumatisé. Donc après avoir fait tout ça, on ira scorer le patient. Donc l'interrogatoire, bien sûr, avant le score, on va aller donc, poser quelques questions, soit à l'équipe qui ont ramassé le patient, soit à l'entourage. Donc les questions à poser, c'est les circonstances du traumatisme et son mécanisme, le délai, bien sûr, et le temps écoulé de son ramassage jusqu'au centre hospitalier. Par exemple, une évacuation qui a duré 6 heures, donc ne sera pas celle d'une évacuation qui a duré 30 minutes. Donc il faut savoir le temps du traumatisme et le temps qui a coulé donc durant son voyage vers vous. Donc la notion de perte de connaissance initiale ou pas, on précisera également sa durée et celle d'une aggravation secondaire. Donc si le patient, par exemple, est à Razawet et il était à 15-15e, donc un traumatisme crânien, une perte de connaissance de quelques minutes, donc le malade il s'est réveillé 15e, il était coopérant, et donc au cours de son voyage, il vous dit, le médecin qui a évacué ou bien qui l'a accompagné, donc il vous dit que le patient a perdu des points. Donc il était 15-15e, il devient 11-15e. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut donc préciser s'il y a ou pas perte de connaissance initiale, sa durée, cette perte de connaissance, sa durée, son score après cette perte de connaissance, donc dès son réveil, et s'il y a, c'est-à-dire une perte de points dans sa conscience au cours de son trajet. Donc, il faut aussi savoir décrire les caractéristiques des troubles mnésiques. Donc, un patient qui ne sait pas où il est tombé, donc c'est pas celui qui ne connaît pas qui est son frère ou où il est, donc c'est pas la même chose.
pour préciser le trouble mnésique. Après cela, on va aller examiner donc faire un examen neurologique. Donc le degré de conscience. On sait tous le score de Glasgow. Donc si ce point n'est pas très clair pour vous, on fera donc spécialement une séance vidéo donc pour le score de Glasgow. D'accord? Donc c'est sûr, le score de Glasgow n'est pas là pour tester la motricité ou la sensibilité du patient, il n'est pas là pour ça. Donc le score de Glasgow est là pour tester la conscience du patient. C'est quoi la conscience? C'est la reconnaissance du soi et de son environnement. Le patient doit connaître chaque centimètre de son corps, il doit connaître son identité, il doit connaître son environnement. Il est où? Donc on est nuit, ça fait nuit ou jour. Donc c'est ça. Il doit savoir qui est, donc qui est lui-même et où il est, par exemple. Donc le score de Glasgow, c'est il est là pour tester la conscience. Donc j'ai vu dans certains QCM que le score de Glasgow est là pour tester la motricité, la sensibilité. Non. Donc le score de Glasgow est là pour la conscience. La définition de la conscience, c'est la reconnaissance du soi et de son environnement. Après ça, donc il faut chercher aussi l'existence de troubles neurovégétatifs, donc qui va signer d'emblée un engagement du tronc cérébral. D'accord, les signes neurovégétatifs sont une bradycardie, une tachycardie, une hypercardie. Donc c'est tout ça, les fluctuations d'attention surtout. Donc aussi l'existence des signes de localisation. Donc une hémiplégie, une monoparésie, donc une hémiparésie, donc examen du tonus musculaire aussi, de la sensibilité, des réflexes, donc voir si le patient est en anisocorie. Donc la médria, c'est une dilatation des pupilles. Anisocorie, ça veut dire que la taille des pupilles droite-gauche ne sont pas égales. Donc l'une est plus dilatée que l'autre. Donc un syndrome vestibulaire, donc ça dépend de l'impact. Donc si c'est occipital, si c'est un impact sur la mastoïde, ou bien ça donne un syndrome vestibulaire. Donc l'existence aussi des crises d'épilepsie focale ou généralisée. Après ça, donc on va aller donc voir de plus près notre patient s'il présente une plaie ou un scalp, donc comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est un scalp qu'il faut bien sûr, on n'ira pas suturer donc on a aveuglé cardiaque, donc il faut vérifier quand vous voulez là, le longueur cutané surélevé, inspecter s'il n'y a pas une fracture visiblement détectée, s'il n'y a pas même issue de matière cérébrale, donc ce qui est une plaie crânio-cérébrale, c'est une urgence chirurgicale. Donc il faut prendre ça au sérieux. Une plaie n'est pas à suturer, mais à vérifier. Donc il faut inspecter ça de plus près, voir s'il y a une fracture ou carrément des matières cérébrales qui sortent. Donc après ça, il faut suturer bien sûr s'il n'y a pas de complications au niveau de l'os ou des méninges. Donc il faut bien sûr suturer pour assurer l'hémostase, surtout chez l'enfant. La spoliation sanguine peut entraîner une hypovolémie. Donc il peut faire un état de choc, un enfant. Un enfant peut faire un état de choc d'un scalp, une blessure donc comme celle-là. L'adulte peut supporter, mais l'enfant, il faut suturer très vite. Il faut inspecter aussi s'il y a une déformation du crâne, même sans plaie comme celle-là, c'est une embarrure, une fracture embarrure, enfoncement frontal.
donc qui se voit très clairement là. Elle est là. Il faut savoir aussi, donc voilà la midriase dont je vous ai parlé, c'est-à-dire c'est ça, donc c'est une anisocorie. Anisocorie, ça veut dire différence de la taille des pupilles. D'où ça vient? Donc ça veut dire qu'il y a une atteinte du troisième nerf crânien. Là, il faut comprendre où se trouve le troisième nerf crânien et qui va le comprimer. On va voir tout ça donc de plus près. Donc, s'il y a un hématome ou bien donc un œdème cérébral, ça va créer donc un effet de masse. L'effet de masse va donc pousser quelques structures, par exemple un hématome extradural qui pousse donc le lobe temporal. Ce lobe temporal va trouver donc l'issue. Donc il va s'engager. Ça s'appelle un engagement. Donc au cours de son engagement, il va comprimer le troisième nerf crânien. Donc, le troisième nerf crânien est constricteur de l'iris. Donc, il va faire un peu ça. Il est constricteur de l'iris. Et ça va donner le réflexe photomoteur. Donc, une fois on met notre torche sur la pupille, elle se contracte. Donc, elle devient plus petite. Or, que l'autre côté, donc, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a atteinte du troisième nerf crânien. Et la constriction de l'iris ne s'effectue pas. Et il y a une dilatation de l'iris. Ça donne une midriase aréactive. Donc, tu mets ta lampe torche, donc elle ne va pas se contracter. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va comprimer cette partie-là de l'encéphale. Et cette partie-là s'est engagée et comprimée, donc, le troisième nerf crânien homolatéral. Donc, ça a une valeur localisatrice. D'ailleurs, pendant les guerres, donc s'il y a un hématome extradural et on est loin de la base ou on est loin de l'hôpital, donc il y a même ceux qui font la trépanation, donc ils font quelques trous pour dans le crâne pour évacuer l'hématome. Ils vont se baser sur quoi? Sur l'anisocorie. Une anisocorie gauche, il y a quelque chose qui comprime par là. Il faut l'explorer et l'évacuer. C'est un geste salvateur. On dit que c'est un geste salvateur. Il est indiqué. Surtout pendant les guerres. Donc c'est la médecine de guerre. Voilà. Il faut chercher aussi donc une paralysie faciale. Comme celle-là. Donc une paralysie faciale veut nous dire qu'il y a une atteinte du nerf facial. Où se trouve le nerf facial? Donc il est intrapétreux. Donc dans le rocher. S'il y a une paralysie faciale, c'est ce qu'il y a une fracture du rocher, une fracture de la base du crâne. Donc il faut chercher systématiquement. Il faut chercher aussi un écoulement du LCR, donc par le nez, qui s'appelle une rhinorrhée, ou par le conduit auditif externe, une otorrhée, ou même otorragie. Donc même écoulement du sang à travers le conduit auditif externe, ça s'appelle une otorragie. Et c'est l'équivalent d'un traumatisme de la base du crâne. Une fracture d'un os
par exemple sphénoïdale, qui va entraîner une brèche de la dure-mère, ça va faire couler du LCR. Et c'est une lésion primaire. Sa lésion secondaire est une méningite. Donc, écoulement du LCR à travers les fosses, les narines, donc les fosses nasales, les narines, donc dans les sinus maxillaires, c'est plein de microbes et ça va donc contaminer le LCR et le microbe va monter, donc et ça va donner une méningite. Donc la lésion primaire était une brèche durmérienne. Sa lésion secondaire, ça va dépendre de vous, car vous n'avez pas donné d'antibiotiques et vous n'avez pas détecté une rhinorrhée pour suturer cette brèche. Donc ça va donner une lésion secondaire, une méningite. Et une méningite, ça cause la mort d'un patient. Donc voilà, cherchez un écoulement du LCR. Il faut chercher aussi un hématome périorbitaire. Ça signe aussi une fracture de la base du crâne. Donc comme vous voyez ici, donc un hématome périorbitaire, donc ça s'appelle en lunette ou Eyes of Raccoon. Donc le raccoon est un animal qui a les yeux, donc voilà, la même couleur. Donc Eyes of Raccoon, donc un hématome périorbitaire. Voilà, on voit aussi un écoulement nasal, voilà. Une ecchymose mastoïdienne, une otorrhée, donc ça signe d'emblée une fracture de la base du crâne. L'hématome périorbitaire, ça signe une fracture de l'étage antérieur. Une ecchymose mastoïdienne, une otorrhée, ça signe une fracture du rocher. Donc après avoir fait cet examen clinique, donc on a la classification des masters. Donc après avoir fait tous ces examens, donc on doit classer notre patient. Donc durant donc la consultation des QCM, la classification des masters, donc vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, mais au moins vous devez savoir qu'elle est là pour nous guider à classer notre patient donc en trois catégories, ou trois groupes. Il y a un groupe qui ne nécessite même pas une radio du crâne, donc un enfant qui vous vient donc impact crânien après chute de sa hauteur, pas de perte de connaissance initiale, donc il a quelques céphalées, donc l'impact qui était modeste, donc chute de sa hauteur, pas de bosse, donc pas de vomissement, pas de syndrome d'hypertension intracrânienne, donc il ne nécessite même pas une radio du crâne. Par contre, un deuxième patient donc qui a une perte de connaissance initiale, donc une amnésie post-traumatique, des céphalées progressives qui montent en intensité, donc ou bien on vous dit qu'il a convulsé après avoir fait sa chute. Donc s'il a un traumatisme facial sévère où on ne sait pas les circonstances de sa chute, donc on ne sait pas l'intensité de l'impact, donc ce patient doit bénéficier donc d'une surveillance et un scanner. Une surveillance au moins 6 heures. Donc là, on voit le scanner qui est à la 6e heure, mais en réalité, donc ce genre de patient doit bénéficier d'un scanner d'emblée et un scanner à la 6e heure. Donc un patient, par exemple, on prend toujours le modèle d'évacuation, une évacuation de Razewet qui a duré donc 1 heure, 2 heures. Donc le patient a fait sa chute, il a consulté directement un médecin. Le médecin a pris donc 30 minutes pour évaluer son état. Il a évacué, il est venu donc à H2 de son traumatisme, donc à la 2e heure de son traumatisme. Là, il faut faire
scanner, mais ce scanner-là est précoce. Donc, on fait un scanner dès son arrivée et un scanner après 6 heures. Après 6 heures, s'il n'y a pas une dégradation de son score. Donc, s'il dégrade son score, il faut faire un scanner d'emblée. Mais s'il ne fait rien, on attend 6 heures et on fait un scanner, un autre scanner. Ça s'appelle un scanner de la 6e heure. Car le premier scanner est à H2 du traumatisme. Il faut toujours respecter l'intervalle libre. Donc, ça c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, soit qu'il a des signes, soit des signes neurologiques focaux, donc il a une hémiplégie, il a une anisocorie, donc avec une mydriase unilatérale réactive, donc il a une embarrure inspectée déjà, donc visiblement à l'examen clinique, une plaie pénétrante ou une plaie crânio-cérébrale déjà, donc inspecté à l'examen clinique. Donc là, il faut faire un scanner immédiat, bien sûr, donc pour voir ce qui se passe réellement. Donc, la classification de Master, elle nous permet d'hospitaliser ou non un patient, de garder ou non un patient pendant 6 heures ou 24 heures, de faire ou non une radiographie standard, de réaliser ou non une TDM cérébrale. Il faut noter ça. Donc ça tombe souvent, donc surtout les dernières années, donc dans les QCM. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre pour l'examen, mais au moins le but de la classification des masters. On passe. Donc déjà qu'il faut prendre les patients en charge dès leur arrivée, donc pour ne pas dire que, donc je sais qu'on est dans un pays qui a peu de moyens, donc il peut pas prendre, on n'a pas le SAMU partout, donc, mais on doit prendre en charge correctement le patient dès son arrivée à l'hôpital. Donc on sait que les conditions de ramassage et tout ne sont pas favorables, mais si ils sont là, on doit connaître ça. Donc le conditionnement du patient doit être sur le lieu de l'accident, bien sûr. La voie veineuse, le plasmagel, la sonde urinaire, la ventilation, tout ça doit être, donc le scope, tout ça doit être fait donc pendant le ramassage. Mais sinon, si un patient vient à l'urgence, la prise en charge initiale, donc on a des solutés qui sont utilisés et d'autres qui ne sont pas à proscrire. Donc ça vient aussi dans les QCM, des solutés à utiliser, donc le sérum salé isotonique, et jamais de soluté hypotonique, par exemple le glucosé. Il est à proscrire. D'accord? Donc un œdème cérébral peut s'aggraver si on donne aux patients du sérum glucosé. D'accord? En cas d'œdème cérébral aussi, on utilise le mannitol, donc qui est un soluté hypertonique. Donc mannitol à 20%, la dose c'est à 0,5 à 1 mg kilo à faire passer en 20 minutes. Donc un autre qui se voit donc dans les épreuves, donc l'antiépileptique. Donc chaque patient traumatisé crânien doit bénéficier donc d'un traitement antiépileptique. Non, jamais. L'antiépileptique n'est pas systématique. Il ne faut pas aussi oublier l'antibiothérapie en cas de plaie crânio-cérébrale. Une plaie crânio-cérébrale, ça veut dire qu'une plaie du scalp va entraîner une fracture, une brèche urmérienne et une plaie de l'encéphale. Donc, tous les niveaux sont atteints. Donc, cela justifie une antibiothérapie à dose méningée. Donc, l'existence aussi d'un pneumatocèle, un pneumatocèle ou une pneumocéphalie. Donc, les deux justifient donc antibiothérapie à dose méningée.
Vous voyez, on est toujours en train de voir ce qu'on a comme lésion et essayer de prévenir la lésion secondaire, ce que vous allez tout le temps faire. Et si vous arrivez à faire ça très bien, donc vous sauvez un bon nombre de malades. La neurochirurgie est là pour faire des gestes qui sauvent, mais ces gestes-là qui ne seront pas efficaces si ces lésions secondaires ne sont pas évitées. Donc la prise en charge initiale, elle est très importante. Donc après ça, on va voir les entités cliniques, donc les différentes lésions que peut provoquer un traumatisme crânien. On va commencer bien sûr par un horrible incident qui est l'hématome extradural. C'est une urgence neurochirurgicale. Pour vous dire, toutes les lésions cérébrales sont des urgences neurochirurgicales. Mais l'hématome extradural va les survoler toutes. D'accord? Donc, comment définir l'hématome extradural? Pour bien dire, donc c'est le sang, une collection sanguine entre la dure mère et l'os. La dure mère et l'os. Ça se voit aussi des QCM qui disent que entre la dure mère et la table externe de l'os, ça c'est faux. Donc il y a d'autres qui disent collection sanguine entre la dure mère et la diploée de l'os, ça c'est faux. Il y a ceux qui disent collection sanguine entre la dure mère et la table interne de l'os, ça c'est vrai. Donc voilà, c'est une collection sanguine entre la dure mère et l'os. Quelle partie de l'os? La table interne, comme vous la voyez ici. Donc là, on a le scalp. Pardon. Là, on a le scalp. Là, on a la table externe. Là, on a la diploée. Et là, on a la table interne de l'os. L'hématome extradural est là. Et ça, c'est la dure mère qui est refoulée. Donc, c'est une collection sanguine entre la table interne de l'os et la dure mère. Donc, pourquoi on a cet aspect fameux de l'hématome extradural qui est en lentille biconvexe? On va revoir un peu d'anatomie. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit que ce que j'ai dit au début, donc la dure mère adhère à la table interne de l'os d'une façon différente. Il y a des régions où l'adhérence est faible et il y a des régions où l'adhérence à l'os est très forte. Cette région où l'adhérence est très forte, c'est bien les sutures, au niveau des sutures. Donc, on imagine que là, on a une suture et là, on a une suture. Donc, ces deux régions sont, la dure mère est très adhérente et cette région-là, elle est moins adhérente. D'ailleurs, ça s'appelle la zone décollable de Gérard Marchand. Ça vient souvent dans les QCM. Je ne sais pas comment, je ne l'ai pas pu mentionner. Notez ça, s'il vous plaît. La zone décollable de Gérard Marchand. Donc voilà, ça s'adhère. Ça s'adhère là, donc l'adhérence est très importante là et là. Et là, il y a une faible adhérence. Donc ça donne cet aspect. En lentille biconvexe. Voilà pour comprendre. Donc un hématome extradural, il est entre la dure mère et la table interne de l'os. Donc il faut, quand on dit la dure mère et l'os, on se souvient toujours de l'adhérence de la dure mère à l'os.
Donc pour voir, pour dessiner cette lentille biconvexe, malgré تنساوها ولا في l'imagerie, mais en se souvenant de ces notions-là, vous allez donc comprendre que c'est l'hématome extradural qui est en lentille biconvexe. Donc, une autre notion qui vient souvent dans les QCM, l'hématome extradural, pardon, l'hématome extradural, donc son saignement est de quelle origine? Donc l'origine du saignement de l'hématome extradural, il est artériel, principalement l'artère méningée moyenne ou ses branches. Il peut être aussi veineux, mais là, attardons-nous un instant sur ce mot-là, veineux. C'est le sinus veineux qui saigne. Car dans les hématomes sous-duraux, il y a aussi un saignement veineux, mais ce n'est pas le sinus veineux. Donc l'hématome extradural, l'origine est artérielle, veineuse, et ça vient du sinus veineux. Ou troisièmement, le saignement est osseux, et ça vient d'une veine émissaire de la diploée, comme celle-là. Ça, c'est une veine émissaire. Ça vient du périoste et elle pénètre la diploée. C'est une veine émissaire. C'est un saignement osseux. D'accord? Une veine émissaire de la diploée. Il peut être artériel. Voilà, l'artère méningée moyenne. Et il peut être veineux suite à un saignement du sinus veineux. Car il y a un autre saignement qui vient des veines bridge, donc des veines en pont, qu'on va les voir souvent dans les hématomes sous-duraux. Il faut faire la différence parce que ça perturbe dans les QCM. Ça joue sur ça, d'ailleurs. Donc, récapitulons. L'hématome extradural, c'est une urgence neurochirurgicale extrême. Le sang, il est entre la dure mère et l'os, précisément la table interne de l'os. Donc, l'origine du saignement, il est artériel, veineux, du sinus ou osseux. D'accord? Donc, on a aussi la notion du timing de l'hématome extradural. L'hématome extradural peut être suraigu, donc d'emblée. Dans les lieux de l'accident, il commence à saigner, donc c'est souvent un saignement artériel, l'artère méningée moyenne ou ces branches qui vont vite pousser la collection du sang et ça va vite vers l'engagement et l'hypertension intracrânienne, donc et la mort par la suite. C'est pour ça, en temps de guerre, ont permis le geste de trépanation salvatrice. Donc voilà, un geste salvateur. Donc on cherche de quel côté est l'anisocorie et on fait un trou dans le crâne carrément pour évacuer au moins une partie de l'hématome. Voilà, suraigu, d'emblée. C'est un saignement artériel souvent. Un hématome extradural aigu. Donc c'est dans les 6 heures. Donc, comment on détecte ça? Le patient généralement vient scorer à 15-15e ou bien 13-14-15e. Il vient donc après une chute d'une hauteur de 3 mètres ou plus, ou accident de moto sans casque. Donc il y a une perte de connaissance initiale, donc des vomissements ou convulsions. Le patient vous vient somnolent, on le score entre 13, donc 12, 13, 15e. Et on fait un scanner, on ne trouve rien. Ou on trouve une petite fracture. Donc, ce patient, selon le critère des masters, donc on doit le garder pendant 6 heures et faire un deuxième scanner, soit à la 6e heure, ou bien en cas de dégradation de son score. Donc voilà, c'est c'est-à-dire la fameuse notion d'intervalle libre.
Voilà, ça vient aussi dans les QCM, intervalle libre. Voilà. Donc, aigu, 6 heures d'intervalle, le patient dégrade son score ou fait une crise convulsive, on fait un deuxième scanner, on trouve l'hématome extradural. Donc, c'est après 6 heures, donc c'est aigu. On a aussi l'hématome subaigu. Un hématome subaigu, donc dans les 24 heures. Donc, un patient qui a un score donc de 12, 13, qui est somnolent, on le garde 24 heures. Donc même s'il a que des céphalées et une somnolence. Voilà. Pardon. Donc on a trois timings sur aigu d'emblée, aigu dans les 6 heures et subaigu dans les 24 heures. Ça vient aussi dans les QCM. La notion du timing. Un suraigu n'est pas dans les 24 heures. Le suraigu, il est d'emblée. L'aigu, elle n'est pas dans les 24 heures. Donc, il est dans les 6 heures. Le subaigu, il n'est pas dans les 6 heures, il est dans les 24 heures. Donc, les complications, bien sûr, si un hématome extradural n'est pas opéré, donc l'engagement temporal, précisément, donc c'est le T5 temporal, donc qui est l'uncus, d'accord, le gyrus para-hippocampique, qui s'appelle l'uncus, donc qui va s'engager. Quand il va s'engager, il y a atteinte du troisième nerf crânien. Et par la suite, une mydriase unilatérale. Donc voilà. Voilà d'où ça vient la mydriase. C'est une atteinte intrinsèque du troisième nerf crânien. Ça commence par une mydriase unilatérale parce que l'incus temporal va s'engager. Mais par la suite, tout le cerveau va s'engager si on n'opère pas. Donc ça sera bilatéral. Et puis, qui dit engagement du tronc cérébral et à travers le foramen magnum, qui dit ça, donc va dire que le patient n'a plus de substance réticulaire activatrice ascendante, il est dans le coma, et puis un arrêt cardiaque ou la mort. Voilà. Voilà, c'est la fameuse image en lentille biconvexe, d'accord? Donc là, on comprend d'où ça vient. Ok. Donc, le scanner va objectiver une hyperdensité en lentille biconvexe. C'est un hématome extradural. Il peut siéger n'importe où, comme par exemple là, c'est pariétal. Donc, il va dévier les structures médianes. On va essayer de voir ça de plus près. Donc, ça, c'est l'hématome. Une hyperdensité en lentille biconvexe. Et ça, c'est les structures médianes. On va dessiner là une ligne médiane. D'accord? Et tout ça, c'est une déviation. Voilà. Une déviation qui est chiffrée. Donc, pour nous, les neurochirurgiens, donc, elle doit être supérieure à 5 mm. Donc, c'est des histoires d'indication opératoire ou surveillance. D'accord? Donc, ça, c'est la déviation des structures médianes. Le ventricule, la corne frontale du ventricule latéral gauche, elle est. Donc, ça, c'est gauche. Ça, c'est à droite dans le scanner. D'accord? Donc, le ventricule latéral gauche qui est visible, mais le ventricule latéral droit est affaissé. Donc, il y a un début d'engagement. Une autre entité d'hématome extradural qui est très fatale, ça n'attend plus le timing, on parle plus de timing là, c'est l'hématome extradural de la fosse cérébrale postérieure. On sait déjà, là on est dans la région de la fosse cérébrale postérieure. On voit clairement le cervelet là, les deux hémisphères cérébelleuses et le vernix, voilà, le vermis, voilà, ça c'est le vermis qui est au milieu. Au-dessus de ces structures, il y a la tente du cervelet, dans un espace très réduit. Il n'y a plus d'espace ici. Donc, parce que l'engagement, c'est une histoire d'espace. Quand il n'y a plus d'espace, les structures cérébrales
vont faire des hernies donc dans les trous de la base. Donc dans les trous de la base comme le foramen magnum, le trou occipital, donc voilà. Ça va faire un engagement, c'est ça l'engagement. Donc c'est une histoire de place. Et donc au niveau de la fosse cérébrale postérieure, il n'y a pas assez de place. Donc si un hématome extradural de 15 mm ou de 10 mm chez un sujet âgé, parce qu'il y a l'atrophie cérébrale, il y a assez de place, ne peut pas faire un engagement. Un hématome extradural de la fosse cérébrale postérieure, même plus petit que celui-là, de 7 mm, peut faire un engagement. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Un hématome extradural de la fosse cérébrale postérieure est l'extrême des extrêmes urgences. Ça tombe aussi dans les QCM de Tlemcen, je ne sais pas si ça tombe ailleurs. Donc voilà, vous vous souvenez, donc c'est ça. Description, c'est un hématome extradural. Donc hyperdensité en lentille biconvexe. Ça c'est le traitement chirurgical. Donc on va essayer d'ouvrir l'os par un volet osseux, d'accord? Désolé. Là, on réalise un volet osseux, donc on fait quelques trous, d'accord? On va les rejoindre comme ça et ça crée un volet osseux. On va l'enlever, on tombera directement sur l'hématome extradural qui est là. Là, la dure mère, elle est saine dans l'hématome extradural. Elle est saine donc, parce que la collection est entre l'os et la dure mère. La dure mère n'est pas franchie. Donc, quand on enlève l'hématome extradural, on voit que la dure mère est saine dans le cas où il n'y a pas d'autres lésions, comme brèche durmérienne, hématome sous-dural. Donc, l'hématome extradural pur, la dure mère est saine. Donc, il faut connaître ici le but du traitement. Donc, évacuation de l'hématome, évacuation de l'hématome, faire l'hémostase. Si on enlève l'hématome et on voit que l'artère méningée moyenne, elle se voit directement sur la dure mère et elle saigne, on doit la coaguler. D'accord? Donc, évacuation de l'hématome, assurer l'hémostase et suspension de la dure mère. Donc, on va faire quelques sutures entre l'os et la dure mère pour que ça ne se récidive pas. Parce qu'il y a récidive. Si on ne fait pas de suspension de la dure mère, c'est fatal. Donc, ça vient dans les QCM. Le but du traitement chirurgical de l'hématome extradural, et vous dites que donc évacuation de l'hématome, hémostase, et dans donc la même proposition, il ne dit pas la suspension de la dure mère. Donc c'est une réponse fausse. Si on ne suspend pas la dure mère, c'est zéro. Voilà, c'est la mort, c'est la récidive d'un hématome extradural. Donc, évacuation de l'hématome, assurer l'hémostase et suspension de la dure mère. Désolé. Donc, on va faire ça. Voilà. Une autre entité donc, qui n'est pas à négliger, donc l'hématome sous-dural aigu. C'est une urgence neurochirurgicale, bien sûr. Et elle est plus grave. Donc, elle est plus grave que l'hématome extradural. L'hématome extradural, si on opère vite et que les axos seront évités, en réglant tous les problèmes d'hypovolémie, anémie, tout ce qu'on a vu avant, le malade n'aura aucune séquelle. Il sera comme moi et vous. Voilà. Donc il n'aura pas de séquelles, pas de complications. Donc l'hématome extradural, c'est une question de timing, de prise en charge et évitement des axoses. Cette entité d'hématome sous-dural aigu, donc elle est plus grave que l'hématome extradural. Parce que l'impact là a franchi la dure mère. Qui a franchi la dure mère, qui est donc un deuxième palier de défense, donc c'est plus grave. Donc l'impact est plus grave sur le cerveau. Et il n'est pas souvent
pur. Donc, il n'y a pas un hématome sous-dural aigu qui est pur. Donc, il est souvent associé à une hémorragie méningée, à une contusion cérébrale. Donc, voilà. Définition de l'hématome sous-dural aigu. C'est une collection du sang entre la dure mère et l'arachnoïde. Extradural, on a dit que collection entre la table interne de l'os et la dure mère. Là, ça diffère. C'est collection entre la dure mère et l'arachnoïde. Donc, ça témoigne souvent d'un traumatisme grave et associé à d'autres lésions. Là, on va essayer d'expliquer l'aspect d'un hématome sous-dural aigu. Donc, pourquoi l'hématome sous-dural est en croissant de lune? Donc, voilà l'aspect. Désolé. L'aspect de l'hématome sous-dural est celui d'un croissant de lune. L'hématome extradural, on l'a vu, il est en lentille biconvexe. Il n'existe pas, mais je le schématise pour faire la différence. Ça, c'est un hématome extradural. Ça, c'est un hématome sous-dural. Là, on a dit qu'il y a phénomène d'adhérence entre la dure mère et l'os. Donc, ça adhère là et ça adhère là. Et là, c'est décollable. Donc, ça donne la lentille biconvexe. Par contre, là, il n'y a que la dure mère et l'arachnoïde. Il n'y a pas de phénomène d'adhérence. Donc, ça va juste suivre la concavité de l'encéphale. Donc voilà, si notre boîte crânienne avait cette forme-là, l'hématome extradural sera toujours comme ça. Mais l'hématome sous-dural, il sera comme ça. Compris? Très bien, on passe. Donc voilà, la description qui vient dans les QCM, c'est ça. Donc c'est une hyperdensité en croissant de lune. Voilà. Donc, il y a aussi, comme il y a un hématome extradural aigu, suraigu, aigu et subaigu, il y a aussi l'hématome sous-dural chronique, qui est une entité à ne pas méconnaître. Donc, le sous-dural chronique, ça survient généralement parce qu'il y a une différence entre le sous-dural aigu et chronique. Le sous-dural aigu, c'est un traumatisme grave, traumatisme de la circulation à haute vélocité, donc un patient jeune souvent, et ça s'associe à d'autres lésions qui sont très graves, avec un pronostic plus grave. Donc l'hématome sous-dural chronique, non, c'est un traumatisme minime, souvent oublié par le patient. Donc tellement c'est minime qu'il oublie carrément qui s'est cogné la tête. Donc le sang est veineux. Donc voilà le sang veineux qu'on en a déjà parlé. L'extradural, c'était un sang veineux qui vient d'une veine émissaire de l'os ou vient d'un sinus veineux. Mais le sous-dural chronique, ça vient des veines en pont. Ce sont des veines entre l'arachnoïde et la dure mère. À l'origine, il n'y a plus d'espace entre l'arachnoïde donc, et la dure mère. Il y a plus d'espace donc macroscopiquement visible, bien sûr, mais sur le plan microscopique, il y a une certaine distance. Donc ces veines-là, d'origine, elles sont non dilatées ou non arrachées. Donc elles sont colmatées donc, entre cet espace. Donc, si le patient est déshydraté, donc âgé, l'arachnoïde va se ratatiner sur le cerveau et laissant un espace entre elle et la dure mère. Ces veines bridge ou ces veines en pont vont s'étirer. Et par la suite, ça va créer un saignement. Voilà, donc c'est une entité à part. Donc le sang veineux de l'hématome sous-dural chronique, ça vient des veines en pont ou veines bridge. D'accord.
entre la dure mère toujours et l'arachnoïde. Donc là, le terrain, c'est un sujet âgé. L'hématome sous-dural aigu, c'est un sujet jeune souvent. Là, c'est une personne âgée avec une coagulopathie, un traitement anticoagulant, une déshydratation qui va faire que l'arachnoïde va se ratatiner sur la primaire et le parenchyme cérébral, laissant un certain alcoolisme chronique. Ça va donner aussi une atrophie du parenchyme cérébral. Cette atrophie va ramener avec elle la primaire et l'arachnoïde, laissant un espace entre l'arachnoïde et la dure mère, qui va se faire saigner des veines bridge aussi. Donc, là aussi, le timing, il est de quelques semaines à quelques mois. On a dit déjà dans l'hématome extradural, c'est soit d'emblée, sur aigu, soit après 6 heures, c'est aigu, et soit subaigu, c'est 24 heures, concernant l'extradural. Le subdural chronique, chronique, il est au-delà de quelques semaines, donc 3 semaines à quelques mois. Voilà. Voilà l'image qu'on peut avoir d'un hématome sous-dural, chronique bien sûr. Donc le sang qui était hyper dense dans l'entité aiguë, il vient hypodense. D'ailleurs, le scanner cérébral, on parle de densité. Donc la radiographie standard, on dit que c'est opaque ou donc c'est soit opacité, soit une clarté. Le scanner cérébral, on dit hypodensité, hyperdensité. Tout ce qui est en blanc, donc c'est hyperdense. Tout ce qui est en gris, ça ressemble à du cerveau, donc c'est isodense. Tout ce qui est noir, c'est hypodense. D'accord? Donc, là, c'était hyperdense. Et là, c'est hypodense. Toujours en croissant de lune. Et là, on peut identifier les veines bridge qu'on a expliqué avant. Ça, c'est les veines bridge. Ça, c'est un saignement récent. Il est en blanc. Et ça, c'est un saignement ancien. Il est en noir. Le sang est liquéfié là. Il est liquide. Donc le sang là est liquide. L'hématome sous-dural aigu, le sang est coagulé. On a un véritable caillot de sang. C'est pour cela qu'on doit donc faire un volet osseux et non pas des trous. Là, le traitement, c'est une préparation. Donc on réalise un trou ici et tout ce liquide vient tout seul. À la limite, on fait 2 trous. Donc un trou ici et un trou ici. Donc en préfrontal et dans la bosse pariétale. Et on va rincer, ça vient tout seul. Mais tout ce qui est aigu, on ne trouve pas du liquide. On trouve un caillou de sang. Donc il faut faire tout un volet osseux. Il faut enlever tout ça. Tout ça. Pardon. Ça, c'est un volet osseux. Donc, et concernant le chronique, on fait 2 trous. On rince et ça vient tout seul. Donc voilà, c'est une hypodensité en croissant de lune, avec déviation bien sûr des structures médianes. Voilà le traitement des hématomes sous-duraux chroniques, évacuation par trépanation, que trépanation, pas un volet osseux. Voilà. Donc hématome extradural aigu, hématome extradural suraigu, hématome extradural chronique, c'est un volet osseux, parce que le sang sera toujours coagulé. Concernant l'hématome sous-dural aigu, le traitement est aussi un volet osseux, car le saignement est tout frais, il est coagulé. Ok?
le hématome sous-dural chronique, c'est du sang liquéfié. C'est du liquide. Voilà, donc ça vient tout seul. On n'a pas besoin de faire un volet osseux. On évacue l'hématome par des trous. Voilà, par trépanation. Quelque chose de très important, il faut une bonne hydratation post-opératoire. Parce qu'on a dit déjà que la déshydratation va causer une atrophie cérébrale qui va faire tomber l'arachnoïde et ça va laisser un espace. Donc il faut une bonne hydratation post-opératoire pour que ça revienne en place et l'espace qui était créé avant sera aminci. Voilà. Donc on a fini avec les hématomes extradural, sous-dural, le timing qu'on a tout vu. Donc faut bien savoir où ça joue, comme on l'a expliqué avant. Donc là, on entame les fractures, donc soit des fractures qui sont linéaires ou fractures comme celle-là, elle est embarrée. Donc fracture embarrée, on sait. Voilà, elle est là. Ça c'est une fracture embarrure avec enfoncement d'un fragment. Donc celui-là a 3 complications. Il faut les noter, ça vient dans les QCM. Donc fracture embarrure, 3 complications ou lésions secondaires. Qui dit complication dit lésion secondaire. D'accord? Donc une fracture embarrure doit être relevée pour éviter les complications neurologiques, vasculaires et infectieuses. Ces trois-là. Donc neurologique, vasculaire et infectieuse. Un os qui est fracturé, donc qui fait une esquille dans le cerveau, c'est une source d'infection pour le cerveau. Donc ça va se compliquer d'un abcès et tout ça. Donc un os qui est en contact avec le cortex cérébral, ça va l'irriter. Ça va créer de l'œdème et ça va créer des épilepsies. Donc c'est une complication neurologique. Ou un fragment comme celui-là en contact avec une branche de la M4, donc de l'artère cérébrale moyenne, donc ça, la M4 qui est corticale. Donc ça va créer un saignement. Donc un hématome intraparenchymateux, un hématome sous-dural et tout ça. Voilà. Donc 3 complications. Neurologique, épilepsie, vasculaire, hématome, infectieuse, méningite ou abcès cérébral. Donc une fracture embarrée comme celle-là doit être levée. Le traitement est la levée, voilà, la levée de l'embarrure. Concernant l'embarrure, donc ça existe chez l'enfant et l'adulte. Chez le nourrisson, il y a autre entité. Donc ce qu'on appelle les enfoncements sans fracture. Ici, il n'y a pas de fracture, il y a juste enfoncement. Tellement l'os est encore mou, c'est chez les nourrissons, ça va donner les enfoncements en balles de ping-pong. Ça vient dans les QCM, donc l'entité d'enfoncement en balle de ping-pong, ça vient pas chez les enfants et les adultes, ça vient chez les nourrissons. D'accord? Vous la voyez ici. Un enfoncement en balle de ping-pong. Autre lésion, par exemple celle-là, l'hémorragie méningée, donc une hémorragie méningée post-traumatique. Donc voilà, une hémorragie méningée, elle est sous-arachnoïdienne. Donc dans les espaces sous-arachnoïdiens, il y a issue ou rupture du sang post-traumatique. Donc le sang peut prévenir, il peut être veineux, artériel. On sait que les espaces sous-arachnoïdiens sont pleins de vaisseaux. Donc c'est là où circulent généralement tous les vaisseaux qui vont vasculariser ou drainer l'encéphale. Donc une rupture du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, ça va donner une hémorragie méningée. Voilà, ce qu'on voyait en noir dans les scanners précédents, comme ça, pardon, voilà, ça c'est les sillons, voilà. Ça c'est
c'est des sillons, c'est la vallée sylvienne, elle est en noir. Ça, c'est des sillons, voilà. Ça, c'est l'espace sous-arachnoïdien. Il y a du LCR qui circule. Voilà, c'est la vallée sylvienne. Ça doit être noir, parce qu'il y a du LCR. Voilà. Mais en cas d'hémorragie méningée, ça va être hyper dense. C'est un comblement des espaces sous-arachnoïdiens. Voilà. On peut l'avoir comme lésion primaire, d'emblée. Sa lésion secondaire, on a dit que donc c'est les vasospasmes. On va traiter ça dans l'hémorragie méningée, mais je vais vous donner donc une petite explication. L'hématome, donc le sang dans le LCR, ça va donner une composante qui s'appelle l'oxyhémoglobine. Et cette composante l'oxyhémoglobine va entraîner un vasospasme. Le vasospasme, donc, c'est une réduction du calibre des artères. Donc, c'est l'équivalent d'un AVC ischémique. Voilà. Si on donne pas des inhibiteurs calciques, par exemple, la nimodipine, donc ça va créer quoi? L'ischémie, le vasospasme. Donc la lésion primaire était une hémorragie méningée, on n'a pas su intervenir, donc ça va donner une lésion secondaire, qui est le vasospasme. Voilà une autre entité, ça c'est un hématome intraparenchymateux. Donc on a dit que s'il y a atteinte d'une artère ou bien d'une veine corticale, ça va donner ça. Voilà, un hématome intraparenchymateux. Ça se voit généralement d'emblée. Donc c'est une lésion primaire. Si on ne donne pas une corticothérapie, ça va se compliquer par un œdème péri-hémorragique. Et ça va créer un effet de masse et un engagement. Autre chose, si on avait une hémorragie méningée, donc comme ça, voilà. Et on a laissé le patient sous anticoagulant. Donc un patient qui prend des anticoagulants donc pour quelconque je sais pas sa maladie, donc qui nécessite une prise d'anticoagulants, et dès son arrivée on fait l'interrogatoire et on sait qu'il a une hémorragie méningée et on continue à lui donner l'anticoagulant, ça va aboutir à ça, sans doute. Donc ce sera une lésion secondaire dans ce cas-là. Voilà, on a fini avec les entités ou les lésions. On peut avoir des lésions, une fistule carotido-caverneuse. Ça tombe souvent dans les QCM. Il faut la noter. Donc, fistule carotido-caverneuse. Donc, au cours des traumatismes de la base du crâne, désolé, on va essayer de voir ça de plus près. Voilà, ça c'est une coupe coronale, donc de la base du crâne. Ok, donc ce qu'on voit dans le pôle supérieur, c'est l'encéphale, d'accord. Ce qu'on voit en bas, c'est la base du crâne. Donc on voit ce qui est tout bleu, donc plusieurs vénules entourées de la dure mère. Ça c'est un sinus veineux. C'est la définition d'un sinus. Et un sinus veineux, ça s'appelle le sinus caverneux. Il vient s'ajuster sur l'os sphénoïdal qui est en bas. Donc un sinus veineux, le sinus caverneux, bien celui-là, ça s'appelle un sinus caverneux, d'accord. Il fait partie des sinus veineux, bien sûr. Il comporte ce qui est en rouge, c'est la carotide, d'accord. Et il comporte des nerfs crâniens, le 3, le 4, le 5, donc le 5.1, le 5.2, le 4, donc le 6, d'accord. Donc, une fistule carotido-caverneuse, ça veut dire une atteinte de la paroi de l'artère carotide interne, dans sa partie intracaverneuse. Donc, l'artère carotide interne, avant de rejoindre le polygone de Willis, elle passe par ce sinus caverneux. Au cours d'un traumatisme, il y aura une fracture de la base du crâne, donc
l'os sphénoïdal par exemple, une atteinte de la paroi de l'artère carotide interne dans sa portion intracaverneuse. D'accord? Et ça va créer une fistule carotido-caverneuse. Le sang artériel va rejoindre le sinus et ça va se traduire par désolé, ça va se traduire par exophthalmie, d'accord, par compression du nerf optique, d'accord, donc d'aval, voilà, ça va avoir, ça va donc donner une exophthalmie, une rougeur, donc le patient ressent un souffle donc en arrière de son œil et ça reste donc une entité donc à ajouter aux autres entités. Voilà, à ne pas oublier. Ça s'appelle fistule carotido-caverneuse. Secondaire à une fracture de la base du crâne. Voilà. Donc les complications, elles peuvent être infectieuses à type de méningite. Donc si on laisse une embarrure, si on laisse une brèche durmérienne qui coule, si on laisse donc des rhinorrhées qui témoignent d'une brèche durmérienne de la base du crâne. Donc si on ne donne pas d'antibiotiques, si on suture pas cette brèche, ça va donner donc une méningite. Voilà, donc une plaie crânio-cérébrale qui va donc toucher tous les plans jusqu'à l'encéphale. On ne sait pas où le patient est tombé ou par quelle donc arme a été touché. Donc ça reste un corps étranger plein de microbes et ça va donner un abcès cérébral. Voilà. Et une encéphalite bien sûr. Les complications neurologiques qu'on a dit aussi, des complications fréquentes, c'est l'épilepsie, d'accord. Et aussi une autre complication qui vient, c'est l'hydrocéphalie, secondaire à une hémorragie méningée, traitée par mise en place d'une valve. L'hydrocéphalie, comment ça marche? Voilà. Donc un patient qui est tombé aujourd'hui, il a fait une hémorragie méningée. On a dit que l'issue de sang dans le LCR, ça va créer donc ce produit de dégradation qui est l'oxyhémoglobine. L'oxyhémoglobine a un rôle donc artériel qui va entraîner le vasospasme et une ischémie, mais il va aussi aller bloquer les sites de résorption du LCR. Et ça va donner une hydrocéphalie par défaut de résorption. On sait que le LCR est produit à une quantité très stable et déterminée. Il doit être résorbé. Donc si les sites de résorption sont bouchés par l'oxyhémoglobine, donc il n'y a plus de résorption, il n'y a que de la production et ça va entraîner une hydrocéphalie qu'on va la traiter donc par mise en place d'une valve ou shunt de dérivation ventriculo-péritoniale. On va aller donc dévier le LCR qui est dans le système ventriculaire dans le péritoine. Donc voilà pour les complications. Donc pour conclure, donc le traumatisme crânien c'est une urgence à traiter depuis le ramassage. Donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Ce n'est pas au neurochirurgien à lui tout seul de prendre en charge un traumatisme crânien. Donc c'est le réanimateur, donc même le réanimateur, le chirurgien viscéraliste, le chirurgien thoracique, la traumado pour bien. Donc c'est dans le cadre d'un polytraumatisé, d'accord. Il faut avoir en tête bien sûr que tout traumatisé crânien a une lésion du rachis jusqu'à preuve du contraire, surtout quand vous êtes en face d'un patient donc comateux qui se plaint pas de son rachis cervical. Donc, vous traitez, donc vous, à l'admission, donc il est comateux avec une anisocorie, vous faites le scanner, il y a un hématome extradural, vous avez opéré l'hématome extradural, et donc le patient, il va se réveiller, car on a dit que l'hématome extradural a une bonne évolution une fois bien pris en charge, mais il vous développera une tétraplégie. Donc la tétraplégie est en rapport avec l'atteinte du rachis cervical. Donc tout traumatisé crânien, surtout les comateux qui se plaignent pas de douleur, donc il faut faire systématiquement
donc de la radiographie standard ou même une TDM du rachis. Lors que vous l'admettez donc au scanner pour la TDM cérébrale, faites un rachis en totalité. Voilà. Et le mot donc que je vous répète depuis le début, c'est prévenir les lésions secondaires. Les lésions primaires, ils sont là. Donc ils sont d'emblée, on peut rien y faire. Voilà. Mais les lésions secondaires, donc s'il arrive, c'est un peu notre défaut. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Et voilà. Donc je vous remercie. Je vous remercie, À la docteur. prochaine. On écoute des questions de la part des participants. Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour ce cours et vraiment, je vous remercie pour votre professionnalisme. Vraiment, c'était très bien clair. Ouais. Donc, y a-t-il des Je questions? vous en prie. Donc, une demande de la part de docteur Iman. Est-ce qu'on peut avoir le support docteur? Oui, bien sûr, sans doute. D'accord. Donc, je partage le support sur la page Manar, Inch'Allah. Donc, y a-t-il d'autres Oui. questions? S'il vous plaît, pouvez-vous répéter le traitement? Docteur Nour Islam. Traitement de Euh, quoi? Quel traitement? Donc, sous-dural, extradural ou là? J'ai pas compris. Évacuation par trépanation. Donc, docteur, est-ce que vous pouvez répéter l'évacuation par trépanation? Ah, je pense qu'il a quitté, non? Docteur Mohamdi? Docteur Mohamdi? oui, je vous entends. Très bien. Donc, il y a une question. Est-ce que vous pouvez répéter l'évacuation par trépanation? Oui, bien sûr. D'accord. Merci. Donc, d'accord. Donc voilà, on va faire sur ce schéma par exemple. D'accord. Vous m'écoutez? Oui, oui, on vous écoute très bien. Bien sûr. Donc voilà. Donc si on a donc un hématome, on a dit que la trépanation concerne l'hématome sous-dural chronique. Yak. On Oui, est d'accord. oui, Yak. Donc on n'a pas besoin de réaliser un volet osseux. Le volet osseux, c'est on enlève toute cette partie de l'os. S'il y a un hématome extradural aigu ou un sous-dural aigu, il y aura du sang coagulé. Un simple trou ne suffira pas pour l'évacuer. Donc on est obligé de réaliser un volet osseux pour enlever la totalité du caillou sanguin. Maintenant, concernant le sous-dural chronique, on a dit que le sous-dural chronique, son timing, c'est de quelques semaines à quelques mois. Ce caillou de sang qui était donc tout frais au début, donc à travers donc le temps, il devient liquéfié, il devient donc liquide. Donc on n'a pas besoin d'enlever toute cette partie. Donc on doit juste réaliser un trou et le liquide vient tout seul. Donc voilà, ça c'est une trépanation et non pas une craniotomie. Ce volet osseux, ça s'appelle craniotomie. Et ce petit trou, ça s'appelle trépanation. pas du oxyhémoglobine provoque le vasospasme. Vrai ou non? Oui, bien sûr. D'accord, oui. On va voir enfin ça dans l'hémorragie méningée, d'accord? On va Ah, voir ça avec détail. Inch'Allah. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie, docteur. Je remercie nos chers participants. À la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. bonne soirée à vous. Salam alaikum. Salam, salam.